bonjour à tous, hello, buongiorno, privet. Donc, comme vous avez pu le constater cet après-midi, nous allons fêter Noël parce que nous sommes le 1er décembre. Mais cette année, nous sommes aussi très contentes et nous vous remercions de votre fidélité et participation aux 8 webinaires qu'on a fait durant cette année 2021. Et puis demain, on va se retrouver avec les filles pour préparer le calendrier pour 2022. Donc, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis, comme Sarah vient de le dire, vous pouvez utiliser le robot Timio pour faire de l'art. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants pour parler de cette thématique et une petite vidéo préparée par Thomas. Alors oui, Sophia, nous avons choisi pour ces derniers mois de l'année et surtout pour l'anniversaire des 10 ans de Timio de faire appel à 2 représentants de 2 institutions qui ont été très importants pour le succès de Timio. D'abord, Alain Bellet, qui est professeur associé à l'école d'art de Lausanne, qui nous présentera plusieurs projets d'art réalisés avec Timio, mais aussi en fait les premières coopérations avec l'EPFL pour aboutir au design de Timio. En deuxième partie, nous aurons 2 médiatrices pour les numériques du réseau Canopé, qui ont contribué énormément à la diffusion des ressources, à la formation des professeurs et des élèves sur Timio. La première personne s'appelle Delphine Griff. Elle est médiatrice pour le numérique éducatif à la direction territoriale d'Occitane. Et en deuxième partie, on va avoir Aurélia Médan, qui est médiatrice de l'éducation des Tarbes des Hautes-Pyrénées. Et pour finir, nous allons aussi montrer une petite vidéo de Thomas Schenker qui va nous montrer des fractales réalisés par ses élèves avec Timio. Donc, merci beaucoup à tous ces orateurs qui prennent de la peine de nous préparer des présentations. Et puis, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez qu'à la fin des 3 présentations et de la vidéo, nous aurons un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans le chat. Et puis, Sarah va se faire un plaisir de le recueillir pour les lire. Et puis, c'est un webinaire assez fun et décontracté pour fêter cette année. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis, petit rappel, donc ce webinaire est enregistré et sera diffusé dans nos réseaux sociaux. C'est juste pour que vous sachiez par rapport aux vidéos et puis au micro. Et puis, on va commencer. Donc, on va commencer avec Alain. Alain, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Merci. Super. Alors, je te laisse la parole. OK. Alors, merci. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter 2 projets qui ont été faits à l'ECAL. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'ECAL, etc. Donc, je vais partager mon écran pour ce faire. Et puis, voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui. Donc, la thématique Timio et l'art, donc l'ECAL, c'est une école d'art qui se trouve à Lausanne. Je ne sens pas, j'ai pas de son. Pas de son? Oui, on Tout est bon, Alain, tout est bon. Ah, OK. Donc, c'est une école d'art qui se trouve à Lausanne, qui est donc une école de niveau universitaire et qui forme différents types d'artistes et de designers. Donc, c'est une école d'art et de design. Il se trouve que moi, je travaille dans la partie du design, dans un département qui s'appelle Media Interaction Design, qui est un département sur lequel on travaille avec des étudiants sur des notions de culture numérique, d'interface, d'installation interactive, etc. Et où il y a une formation aussi plus technique liée à la programmation notamment. Et les projets que je vais vous montrer ont été réalisés avec les étudiants de ce bachelor. Donc, Timio et l'ECAL, oui, pourquoi? Alors, peut-être certains le savent si vous avez lu l'historique de Timio, mais à l'origine, le robot Timio est issu d'une collaboration entre l'EPFL et l'ECAL, qui a commencé par une sorte de workshop, un atelier de réflexion qui a été mené par Luc Bergeron à l'ECAL et Francesco Mondada à l'EPFL en 2006, avec l'idée de créer un robot, justement, qu'on connaît maintenant, Timio. Ça, c'est quelques images des premières esquisses, premiers tests qui avaient été faits à l'époque. Et puis,
ça a assez vite évolué vers quelque chose qui est la version Timio 1, qui ressemble à ce que vous connaissez, mais qui était encore en pièces détachées et qui permettait en fait de le mettre sous forme modulaire, et puis qui a évolué par la suite vers Timio 2 que vous connaissez, et puis qui est la version plus ou moins actuelle. Donc voilà, ça c'était l'introduction pourquoi aussi on est lié à l'ECAL à ce robot. Et les deux projets que je vais vous montrer, c'est des projets où Timio est revenu à l'ECAL pour travailler avec les étudiants et on a utilisé Timio dans deux projets qui sont plutôt des projets qui sont à visée de communication. Donc, ce n'est pas des projets qui sont directement actionnables pour ceux qui sont enseignants, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal d'inspirations qui peuvent être prises dans ces projets, ces approches. Donc, ces deux projets sont pour Timio, pour la communication autour de Timio, et par Timio. C'est toujours Timio qui est l'acteur principal de tous ces projets. Les deux projets que je vais vous présenter sont Timio Meets ECAL. C'est une vidéo qu'on a fait en 2015, suite à une semaine de workshop avec les étudiants. Et le deuxième projet, Error is Human, c'est un projet d'exposition. Donc, à la fin du projet, on a eu une pièce exposée dans une exposition autour des robots que je vous présenterai. Donc, je continue. Pour la première semaine, le premier projet, l'idée, c'était de travailler sur une semaine et de travailler avec les étudiants sur une phrase. Et la phrase qu'on a choisie, c'est une phrase qu'on a un peu modifiée d'une citation de Ted Nelson. La citation originale est sur le côté. La phrase qu'on a utilisée, c'est « The good things about robots is that they do what you tell them to do. And the bad things about robots is that they do what you tell them to do. » Donc, l'idée aussi, pourquoi on a pris cette phrase, c'était aussi un peu une réflexion là autour, mais aussi de pouvoir travailler par petites quantités. Donc, en fait, chaque groupe d'étudiants a eu un mot ou plusieurs mots. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des petits numéros à côté. Et puis, chaque groupe d'étudiants a dû réfléchir à une façon d'écrire ce mot ou de l'afficher à l'aide des Timio, et dans l'idée que ces séquences-là allaient être filmées et à la fin montées sous forme de film. Donc, on a travaillé sur les 3 premiers jours de la semaine à réfléchir à des idées, à des pistes. Donc, on a segmenté la phrase et on a sorti un peu tous les mots. Il y a des mots qui sont répétés, donc on a pu aussi avoir différentes variantes de certains mots. Et puis, on a commencé à travailler sur des systèmes pour afficher des mots, des lettres, etc. à l'aide de Timio. Alors, je trouve qu'on avait beaucoup de Timio à disposition, je crois une quarantaine, et qu'on pouvait imaginer des projets où il y avait plusieurs Timio à la fois qui étaient utilisés. Alors, les étudiants qui ont travaillé là-dessus découvraient Timio aussi, donc ils ont dû se mettre à la programmation de Timio. On a utilisé surtout la programmation via Azeba, donc en code, parce qu'on avait besoin de choses très précises et on voulait aussi faire des choses bien pour que ça soit exactement pensé. C'est aussi des choses qui sont des fois un peu décalées par rapport à l'utilisation de Timio. Donc là, je vous montre quelques images qui sont des images de making-of. C'est des images qui ont été prises pendant la réalisation des séquences. Donc, il y a plusieurs mécanismes que les étudiants ont imaginés. Et puis, on se retrouvait dans un très grand studio. On a la chance à l'ECAL d'avoir un studio de cinéma. Donc, c'est un grand studio qui permettait aussi de faire des choses plus grandes, des choses au sol, et aussi de filmer, par exemple, depuis en haut. Et ça nous a bien aidé pour réaliser ce projet. Donc là, vous voyez un peu une image d'ambiance de ce que c'était. Donc, pour chaque séquence, chaque mot, il y avait des systèmes différents. C'était toujours un petit peu tendu parce que forcément, il faut que tout fonctionne au bon moment et que Timio joue bien son rôle et qu'il exécute bien ce qu'on lui a dit de faire. Ça fonctionnait plutôt bien, mais bien sûr, parfois, il faut les refaire plusieurs fois, etc. Donc là, c'est une des séquences qui est dans le film où en fait, il y a 2 Timio, il y en a un qui se déplace et l'autre
active en fait une épingle qui vient crever chaque ballon sur lesquels sont placées des lettres pour découvrir un mot. On a même fait des choses assez poussées au niveau de l'utilisation de Timio. Ici, c'est un plotter sur 2 axes qui fonctionne vraiment, où on a un système de plotter qui est géré par 2 Timio qui sont synchronisés, qui donnait ce genre de résultats. C'est les tests. Après, il y a des systèmes plus mécaniques. Par exemple, là, c'est un système de cache qui sont positionnés à la verticale et que Timio vient pousser pour faire apparaître des lettres. Ici, on a un système de typographie modulaire où en fait les éléments de bois vont bouger et vont faire découvrir certaines lettres pour composer un mot. On a aussi des interventions avec de la peinture. On a aussi joué avec le feu un petit peu. Là, on peut pas dire qu'aucun Timio n'a pas été blessé durant le tournage de ce film. Là, vous avez une image d'un pauvre Timio qui a un peu fondu et qui a un élément en métal qui s'est inséré à l'intérieur de sa carcasse. Mais c'est le seul qui a été abîmé. Et puis là, c'est l'image un peu de la fin de la semaine. Donc, à la fin de la semaine, tout n'était pas fini, c'est-à-dire qu'on avait filmé toutes les séquences, mais qu'il fallait après encore monter le film. Donc ça, c'était un petit peu la fin de la semaine. On a fait un Timio sushi train, mais avec des chips. Voilà. Et puis, je vais vous montrer un extrait de la vidéo que vous pourrez avoir en détail si vous voulez la voir dans le lien qui vous sera partagé par après. The good thing about robots is that they do what you tell them to do. The good thing about robots is that they do what you tell them to do. The good thing about robots is that they do what you tell them to do. That they do. The good thing about robots is that they do what you tell them The to good do. thing about robots is that they do what you tell them to do. You tell them. Robots. And the bad thing about robots is that they do what you tell them to do. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo en entier si vous êtes intéressé sur le lien qui vous sera partagé. Le deuxième projet, c'est un projet donc d'exposition. C'était une demande d'un musée de design qui s'appelle le Vidra Design Museum, qui se trouve en Allemagne, qui montait une énorme exposition autour de la robotique que vous avez peut-être pour certains vu parce qu'elle a tourné après par la suite. Et pour la première version de l'exposition, il voulait présenter la vidéo qu'on vient de voir, mais aussi une installation qui utilise des Timio. Donc, c'était un peu un challenge. On a fait à nouveau une semaine de workshop avec des étudiants, aussi avec une phrase. Alors, la phrase d'inspiration, là, était « Error is human and to blame it on a robot is even more so ». Et c'était aussi cette notion d'erreur et de robot. Ça, c'était une inspiration de base. On a passé une semaine à faire des expérimentations, comment afficher du texte à nouveau, mais avec des nouvelles idées. Donc ça, c'est un système qui fait afficher du texte par rapport à un frottis sur du velours. Ici, c'est des caractères modulaires qui viennent se mettre ensemble. Ici, c'est une idée assez intéressante, peut-être qui peut être reprise par certains de vous. On sait que Timio est capable de suivre des lignes, mais en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien si lui était statique et qu'il suivait une ligne qui n'était pas sur une surface plane. Donc, en fait, là, il fait tourner sa boule, donc il jongle, mais en fait, d'une manière très, très précise parce qu'il suit la ligne noire. Des choses un peu plus complexes. Ici, c'est une sorte de plotter circulaire qui est fait avec l'aide de 2 Timio. Et puis, le projet qui a été retenu, en tout cas qui a été celui sur lequel on a continué, c'est un système de bascule.
où Timio se déplace. Alors, la première idée, c'était quelque chose comme ça, mais ça a changé vers quelque chose de comme ça, c'est-à-dire qu'on a une série de 5 lettres qui peuvent écrire ou robot ou error ou des choses mélangées entre deux. On s'est retrouvé à devoir réaliser vraiment cette installation pour qu'elle soit présentée dans le musée et pour une exposition qui devait durer 3 mois. Donc, c'était quand même un sacré challenge. On a dû modifier Timio pour qu'il fonctionne avec une charge à induction, pour qu'il puisse se charger tout seul pendant l'utilisation. Donc là, vous voyez un peu l'installation. C'est une sorte de terrarium de Timio, dans le sens que c'est un gros bloc en verre avec cette installation à l'intérieur. Là, c'est un système de charge à induction qu'on a pu mettre sous Timio. Et puis, le résultat se trouvait donc à l'intérieur d'une salle qui s'appelait Have You Ever Met a Robot, qui se trouve ici sur la droite et qui a fonctionné. Alors, il y a une petite anecdote qui est très drôle, c'est qu'en fait, normalement, les Timio devaient s'arrêter pendant la nuit, mais notre système n'était pas super précis, ce qui fait qu'une fois ils se sont mis en marche, ça a mis en marche toutes les alarmes du musée. Et donc, du coup, ils ont dû fabriquer un cache, comme pour les oiseaux, un petit peu quand ils dorment, pour pendant la nuit, ils mettent ce cache pour qu'ils puissent bouger au cas où et que ça fasse pas partir toutes les alarmes. Voilà. Donc, vous avez eu un aperçu de ce que ça pouvait donner. Ça mélangeait les lettres. Voilà, je crois que je vais vous montrer juste la fin. C'est une toute petite vidéo qui montre l'installation. Et voilà, et c'est fini pour moi. Je pense que je suis peut-être été un peu trop long, mais j'avais beaucoup de choses à montrer. Non, alors c'était parfait. Merci c'était parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Très intéressante de voir toutes ces vidéos où tu montres justement des exemples concrets de l'utilisation de Timio dans l'art. Merci Alain pour ta présentation, vraiment. Petit rappel, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes dans le chat. Sarah, comme je vous ai dit, elle va recueillir vos questions et puis les lire. Donc, si vous voulez envoyer aussi des questions en privé envers Sarah, c'est aussi possible. Et puis maintenant, on va passer à Delphine. Delphine, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bonjour. Alors, on te laisse la parole avec ton joli bonnet. Et ma petite voix. je vais faire tout ce que je peux. Hop. Est-ce que c'est bon pour le partage? On voit bien, Delphine. Parfait. Alors. Donc, je suis médiatrice pour le numérique éducatif à Canopée, à l'atelier de Nîmes. Donc, c'est dans le Gard, dans le sud de la France. Et je travaille régulièrement avec un labo qui s'appelle Labo Carré et qui est rattaché à la bibliothèque Carré d'Art, principale bibliothèque de la ville de Nîmes, qui se trouve au-dessus du musée d'art moderne qui porte le même nom, musée Carré d'Art sur la ville de Nîmes. Le Labo Carré, donc, qui est rattaché à la bibliothèque, organise chaque année, pendant 5 ans, une résidence autour des nouvelles écritures. Et j'ai eu l'occasion donc de travailler, de m'inscrire dans cette résidence 2 années de suite. Et je vais vous présenter cette résidence qui est à destination des élèves de cycle 3, donc CM1, CM2, 6e en France. Et l'objectif était donc de trouver ma place au sein de cette résidence. Et je leur ai proposé donc de travailler sur l'alphabet avec Timio et une création en light painting. Donc, je vais vous montrer, donc vous présenter rapidement la résidence Alpha Lab. Alors bon, c'est un petit rappel rapide et je vous partagerai, mais un rappel que dans les programmes français, l'utilisation de la robotique et la programmation font partie des programmes depuis 2016. Et donc, on invite particulièrement au cycle 2 et cycle 3. C'était une nouveauté depuis 2016, mais donc apprendre à programmer, bien sûr avec Scratch, et l'utilisation de la robotique a été mise en avant. Là, les élèves qui étaient concernés par cette résidence se trouvaient en REP+, et du coup, l'utilisation de robots était comme, on va dire, comme entrée, comme moyen de motivation, bien sûr, pour faciliter l'engagement, était vraiment, vraiment bienvenue. Donc,
Petit rappel, hein, dans les programmes français, la programmation fait partie donc, du socle commun. Et donc dans les mathématiques, la science et technologie. Et petit repère de progressivité que je vous ai rajouté en bas. On encourage les activités donc, de déplacement, de placement de robots ou ceux d'un personnage sur un écran et construction d'activités géométriques. Vous allez voir que c'est lors de la résidence Alpha Lab des choses qu'on a retrouvées lors de 2 activités notamment de programmation. C'est le rappel sur les compétences du 21e siècle et qui trouvent bien sûr leur place dans le cadre de cette résidence. Donc, comme je vous le disais, alors ici, vous voyez la maison Carré, enfin la bibliothèque de la Carré d'Art, qui se trouve en face de la maison Carré à Nîmes, et qui accueille un labo, le labo Carré, qui organise cette résidence. Résidence donc à destination des élèves de cycle 3, qui donc propose l'intervention d'un artiste qui était à l'époque Rémi Le Boissetier, pour travailler autour des nouvelles écritures et de la conception d'un alphabet. Alors, plusieurs alphabets. Un alphabet que vous voyez ici, qui se trouve être réalisé en papier carton, qui va être réalisé par les élèves avec l'artiste. Résidence qui dure 15 jours, hein, j'ai oublié de vous le dire. Un autre moment, donc un moment de création graphique avec Rémi Boistier. Donc là, je peux vous montrer le déroulement de la résidence. Donc, on travaille sur la forme, on travaille sur des lettres augmentées, on va dire. Puis ensuite, les élèves vont travailler dans Scratch et créer des lettres animées dans Scratch. Et enfin, on va passer à une partie autour du light painting avec Timio, partie qui va nous intéresser davantage. Donc là, c'est des petits exemples de création par les élèves. Cette résidence qui dure 15 jours et qui alterne de la création graphique, de la programmation dans Scratch et du light painting, ça laisse, et qui accueille 2 classes en même temps, ça laisse assez peu de temps. C'est assez, il faut avoir une bonne organisation pour que chaque élève réussisse à créer sa lettre. Donc, ce n'est pas militaire, mais presque, parce qu'en gros, j'avais 4 heures, voire 6 maximum, sur 15 jours avec les élèves pour apprendre à programmer et utiliser une plateforme qui est là, comme vous allez le voir, j'ai choisi Blockly Fortimio. Alors, Blockly Fortimio parce que j'avais pas mal d'élèves allophones, donc je ne pouvais pas utiliser Scratch, ça faisait trop de consignes à lire, trop de blocs. Blockly Fortimio, c'est une plateforme qui est un peu simplifiée. On va à l'essentiel pour l'utilisation de Timio. Alors oui, c'est pas Azeba, mais pour les élèves que j'avais en face de moi pour ces 15 jours, c'était vraiment l'outil le plus approprié et qui permettait aussi de gérer les angles et les distances assez facilement. Donc, parce que là, par contre, VPL ne le permettait pas. À l'époque, ça n'aurait pas été possible de le faire avec VPL. Donc, il me fallait une plateforme qui me permette de programmer et de rentrer des valeurs d'angle et de distance facilement. Pas trop de blocs pour ne pas embrouiller les élèves allophones. Il faut savoir que dans les classes, c'était des classes de 20-22 parce qu'on était en zone prioritaire, mais avec au moins à chaque fois 4 ou 5 élèves qui ne parlaient pas forcément très bien le français. Donc, c'était vraiment l'outil le plus approprié et pour découvrir la programmation. Je suis désolée. Une aide pour les angles. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des élèves de CE1 jusqu'au CM2. CE1, c'est des élèves de 8 ans, enfin 7 ans, 7-8 ans. Et donc, ce n'est pas une notion qu'on apprend avant, normalement, qu'on découvre un peu, on va dire, pour l'angle droit, CM1, CM2. Mais les valeurs d'angle, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on voit en élémentaire. Donc, il a fallu trouver une petite astuce pour les accompagner. Alors, ils avaient des petites affiches un peu placardées partout pour pouvoir écrire leur programme sans être arrêtés par cette compétence qui ne relevait pas des niveaux concernés par cette résidence. Et le dispositif, donc les élèves devaient écrire une lettre. Alors, suivant la thématique, la première année, on a choisi d'écrire tout simplement Masboulbon parce que c'est le lieu où se déroulait la résidence. Et puis, avec les élèves qui allaient plus ou moins vite, on essayait d'aller plus loin dans l'écriture de certaines lettres, etc. Mais en réalité, vu que j'avais quand même un temps assez court et des difficultés, notamment pour la gestion des angles et des distances, et tout simplement, dès qu'on devait faire un arrondi,
ça devient assez compliqué. La lettre B, le O et le S, ça a pris pas mal de temps. Donc parfois, on passait, même si je les avais 6 fois 1 heure, on passait 1 heure rien que pour écrire une lettre, juste le programme, et le tester sans avoir eu le temps de faire ne serait-ce que la prise de vue. Donc, on voit qu'il y avait pas mal d'étapes de travail, donc la découverte de la plateforme, puis la découverte du robot, puis la programmation, puis prendre en compte la gestion des angles avec quelques élèves allophones. Donc, ça a été un bon challenge, mais un challenge réussi. Quand on a passé cette étape-là, j'ai eu la chance d'avoir quand même, par contre, le Mas Bourbon est un lieu assez grand. J'avais une salle pour programmer et une salle pour les prises de vue. Donc, une pièce sans lumière, complètement aveugle, donc avec le besoin, un appareil photo. Donc, j'ai utilisé mon réflexe, mais en réalité, maintenant, on pourrait tout à fait le faire avec un téléphone, puisqu'on peut gérer aussi la prise de vue sur des pauses longues. Hein. Le trépied, c'est évident pour avoir la meilleure qualité possible. Et donc, en fait, le dispositif, c'est l'appareil sur un trépied, pas d'autofocus, parce que sinon, il est tout le temps en train de régler. Donc, il faut penser bien sûr à gérer cette partie-là. Une pièce totalement noire, parce que déjà, le robot va produire une lumière qui risque d'éclairer les pieds des élèves qui seraient un petit peu trop près, etc. Vous allez le voir. Donc, quelques petites contraintes que les élèves ont dû apprendre aussi à gérer. Hein. Ça fait partie des choses que je leur ai laissé tester et rectifier par eux-mêmes. Et après avoir fait plusieurs tests, la nécessité d'aller-retour sur le programme, parce qu'effectivement, le programme était bon, sauf qu'ils ne prenaient pas en compte le fait qu'au moment où ils allaient commencer la prise de vue, ce qui serait idéal, c'est qu'ils appuient, ils s'en aillent et que le robot se déplace après, pour que la lumière du robot ne s'allume qu'au bout de quelques secondes. Parce que si on commence à faire la prise de vue alors qu'ils sont à côté et que le robot va s'allumer tout de suite et on va voir leurs pieds. Voilà. Alors effectivement, plus la prise sera longue, moins on a de risque de voir un pied qui dépasse. Mais si on est sur un déplacement très court comme le L, qui peut prendre parfois juste 20 secondes, là, on a de fortes chances d'avoir des petites traces fantômes des déplacements des élèves. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui est aussi intéressante parce qu'on leur apprend le light painting, la programmation, et on est aussi bien sûr dans un projet collectif. Vous voyez bien toutes les compétences qui ont pu être travaillées lors de cette résidence. Alors, la vidéo fait 10 minutes, je vous la partagerai, vous pourrez la regarder. Je vais juste vous montrer rapidement et faire des petits sauts pour vous montrer comment ça s'est déroulé. Donc, résidence autour des nouvelles écritures et de l'art de la programmation, donc Alpha Lab. Alors, différents intervenants. Le premier intervenant dont je vous parlais, on a travaillé sur la création graphique, le placement des images dans l'espace, donc avec des compositions graphiques simples. Il plaçait différents éléments pour déjà travailler sur la composition graphique. Ça, c'était donc avec Rémi Le Boissetier pour la composition, celui qui réalisait en fait les éléments papier ensuite. Là encore, avec Rémi Le Boissetier, une autre manière d'aborder des lettres et l'alphabet et de choisir maintenant de travailler sur la couleur dans un second temps. Après, il y avait un atelier Scratch donc avec un informaticien, un éducateur informaticien qui les a accompagnés dans la création de lettres augmentées, il disait. Puis ensuite, animées avec un logiciel de vidéo mapping qu'on a utilisé après dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu à la bibliothèque Carré d'Art. Et enfin, donc ça, c'est toutes les lettres animées qu'ils ont créées en vidéo mapping. Et enfin, hop, on est sur la dernière partie, voilà. Donc, on programme, comme je vous l'ai dit, on se concerte, tout est prêt, on va prendre la photo en exposition longue, on part sur le mode light painting. Là, vous voyez le risque sur les premiers tests. On voit que lorsque on choisit une couleur qui est très claire, ça va illuminer la pièce. Donc, il a fallu, ils se sont rendus compte en testant qu'ils allaient peut-être prendre plutôt du bleu, du vert, du rouge, mais éviter le blanc. Plus on était parti sur un départ, alors là, je pense que c'est une des mieux réussies,
le départ, le déplacement de l'élève, 5 secondes après, le robot seulement se mettait en route. Et puis une pause très très longue, un changement de couleur. Elle était assez grande et une pièce, bien sûr, occultée au maximum. Et là, ils ont commencé à avoir des résultats de mieux en mieux. Alors là, on voit la nécessité de reprogrammer et de recalibrer régulièrement, par contre, le Timio, parfois. Ça, c'était... et surtout qu'on avait un sol qui n'était pas parfois très, très droit. On passait... petite anecdote, on avait aussi le petit balai à côté parce que les élèves avec des allers-retours, etc., il y avait forcément des petits graviers aussi qui faisaient bouger un peu tout ça. Mais ce qu'on aurait pu considérer comme une erreur, entre guillemets, on trouvait que ça a été un effet quand même plutôt sympathique. La grande difficulté, c'est le S. Voilà, le cadrage, je vous ai mis absolument tout, comme ça vous voyez bien que ça fait partie des petites erreurs, entre guillemets, des couleurs beaucoup trop claires qui ont donné lieu à une captation des petits pieds dans un coin, etc. Voilà, donc sur l'histoire de cette résidence et de la découverte et de la robotique et de la programmation et du light painting avec ses élèves donc, de RED+, dans le Gard, sud de la France, à Nîmes. Voilà, bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et grande difficulté pour tout ce qui va être les courbes. C'était vraiment le plus grand défi pour cette partie-là. Parce que pour ceux qui connaissent bien le robot Timio et la programmation, il fallait avancer, tourner un petit peu, avancer, tourner un petit peu, avancer, tourner un petit peu. Donc, utiliser les boucles, etc. C'était très intéressant de voir ça avec eux et de découvrir comment gérer ces arrondis, ces courbes. C'était vraiment très, très réussi, je trouve. Voilà. Donc, tout ça, ça a été ensuite, ça a donné lieu à une exposition à la bibliothèque Carré d'Art à Nîmes, qui a eu lieu pendant un mois, et ouverte à tous. Voilà pour mon retour concernant le light painting. Je pense qu'il est vraiment temps que j'arrête de parler. De toute façon, je ne pourrais plus dire grand-chose. Delphine, merci beaucoup pour cette présentation et merci pour l'effort physique en fait de ta gorge. Merci beaucoup vraiment. J'espère qu'une bonne tisane chaude ou quelque chose pourra te faire du bien, mais on te remercie. Je vais faire comme Céline, je vais arrêter de parler. Merci encore Delphine pour ta jolie présentation. Plaisir. On va passer du coup à Aurélia. Aurélia, est-ce que tu es prête? Oui. Alors, je te laisse la parole aussi. C'est parti. Alors, est-ce que vous avez le partage d'écran? Là, on voit ta présentation, oui. Ok, alors moi, je vais vous parler de light painting aussi, pour le coup. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, je travaille à Réseau Canopé et en Occitanie, comme Delphine, et du coup, on travaille beaucoup ensemble, ce qui fait que le light painting m'avait semblé être intéressant dans le cadre en fait d'un travail qui a été fait pour la Fête de la Science, avec des élèves qui vont donc du CP jusqu'au CM2, mais aussi avec des élèves qui sont en institut médico-éducatif, donc avec des troubles des troubles cognitifs, et des élèves aussi qui sont en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc, ce sont des élèves avec des troubles du comportement assez importants. Et donc, voilà, donc j'avais un panel d'élèves assez nombreux. Et la thématique qui avait été choisie en Occitanie par rapport à la Fête de la Science cette année-là, donc ça, c'était un projet en 2019, c'était autour des étoiles, parce que donc à Tarbes, je suis pas loin du Pic du Midi, et le Pic du Midi, on regarde les étoiles. Et donc du coup, gros travail là-dessus, et il s'avérait qu'en plus cette année-là, la Fête de la Science avait lieu donc pas loin du Pic justement, donc j'avais intérêt quand même d'être dans la thématique. Donc, la question qui s'était posée, c'est comment travailler là-dessus. Et donc, on a trouvé que le Timio, c'était vraiment une bonne entrée parce qu'on voulait travailler autour des sciences, travailler autour de la programmation et puis aussi bien travailler autour des constellations. Et donc, on a travaillé autour du light painting. Donc, on a amené les élèves à programmer le Timio donc, sur Blockly à partir de schémas des constellations, donc avec
l'équipe du PIC, en fait, ils m'ont redonné l'ensemble des véritables données et des quarts qu'il y avait d'une étoile à une autre dans certaines constellations que l'on avait définies. Donc, on a choisi plusieurs constellations, je vais vous en parler après. Et à partir de là, on a toutes les mesures. Et puis moi, j'ai fait en sorte de les rendre à l'échelle pour que ça soit jouable avec les élèves. Et donc ensuite, ils ont programmé et on a pris les photos comme vous a très bien expliqué Delphine tout à l'heure. Donc, l'objectif, voilà, c'était vraiment qu'ils arrivent à programmer, qu'ils arrivent à reproduire donc, ces constellations. Et nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est que le fait d'utiliser le light painting, ils avaient un retour en fait direct si leur programmation était correcte ou pas, puisque dès qu'on prenait la photo, ils pouvaient voir si finalement ça correspondait à la constellation qui était recherchée. Donc, c'était vraiment un des éléments intéressants. Mais avant ça, on a voulu travailler sur des artistes avec eux pour qu'ils puissent comprendre en fait le principe. Et donc, du coup, on a choisi trois artistes qui ont travaillé autour du light painting. Et on a choisi 3 artistes en fonction des niveaux. Donc, cycle 2, plutôt sur des enfants de 7-8 ans. Cycle 3, plutôt voilà, 9, 11. Et puis, pour les plus grands, parce que pour les enfants qui étaient notamment sur l'Institut thérapeutique et éducatif et pédagogique, on avait des grands. Alors, même s'ils sont sur des troubles du comportement, pour autant, il y a une réflexion qui est différente aussi. Donc, du coup, on est allé sur un autre artiste. Donc, on avait choisi Pablo Picasso qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et on retrouve énormément de photos, en fait, de travaux qu'il a pu faire en light painting. Et ce qui est intéressant, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette image, mais c'est que, du coup, on voit sa gestuelle et ce qui nous permet de comprendre la notion de tracé. Et donc, du coup, ça nous a permis de discuter un petit peu avec eux sur comment ça avait été fait. Après, vous avez les travaux de Man Ray aussi qui sont vraiment super. Et les élèves ont beaucoup aimé. Et qui, pareil, donc on voit quand même l'artiste derrière. Et donc, on voit un petit peu les différents traits qui sont passés. Et avec les plus grands, Tokihiro Sato, c'était un peu plus compliqué parce que là, on n'a pas cette gestuelle-là. Et donc, du coup, on les a vraiment questionnés sur comment on pouvait faire, qu'est-ce qui pouvait se passer. Et puis, autant vous dire que quand on était là avec nos affiches de ces œuvres, et à côté, ils avaient des robots. Et au début, ils ne comprenaient pas. Hein. Ils n'ont pas trop compris qu'est-ce qu'elles font, celles-ci, là, nous montrer leurs œuvres d'art en noir et blanc, alors qu'il y a des robots à côté. Un petit peu compliqué, surtout avec des enfants qui sont sur… c'était surtout pour les enfants qui étaient en IME et même en ITEP parce que voilà, on est sur des enfants qui… c'est l'objet direct, on veut être dans l'action, et puis là, elles sont là en train de nous parler d'une œuvre d'art. Quoi. Pas cool. Mais pour autant, ça nous a permis après de faire le lien au fur et à mesure. Et donc, du coup, on a aussi questionné les élèves. Une fois que la photo elle est prise, du coup, ça permet quoi à l'artiste ? Ça permet de voir ce qu'il a fait. Donc, ça a commencé à les amener à réfléchir sur, du coup, ce qu'on va faire, ça va nous permettre aussi de nous corriger assez facilement. Donc, ça, c'était d'abord, d'abord, on voit les artistes, puis finalement, ils regardaient les robots de loin. Et puis ensuite, il fallait découvrir le robot. Et donc, pour cela, on leur a d'abord donné les robots. Donc, on avait des petites salles pour faire ça. C'était quand même pas très pratique. On avait des groupes de 15-16 élèves à chaque fois. Et donc, on avait plusieurs petites salles. Et donc, d'abord, il y avait ce robot. Et puis, on leur faisait manipuler un petit peu pour découvrir. Donc, très rapidement, ils ont vu qu'il y avait de la lumière. Et ils ont fait le lien avec nos affiches d'artistes. Et là, ils se sont dit, ah, mais en fait, c'est le robot qu'on va utiliser. Oui. Et donc, ensuite, on leur a montré donc, les 5 constellations que l'on avait choisies. Et on leur a raconté l'histoire aussi des constellations à chaque fois. Donc, à chaque fois, on leur a montré donc, les constellations. Je vais vous montrer une image. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Du coup, on l'a monté. Donc, ils avaient ce document-là avec, fait à la main, parce que des fois, c'est bien aussi de remettre du à la main, toutes les étoiles qu'ils pouvaient retrouver avec les éléments de mesure. Donc, comme je vous disais, remis à l'échelle. Et donc, on était vraiment sur les mêmes échelles qu'une constellation réelle, donc la constellation du Bouvier. Et à chaque fois, on leur racontait un petit peu ce qu'il en était. Donc, par exemple, pour Cassiopée, on leur a expliqué que voilà, c'était une représentation de la reine Cassiopée, donc tout le côté mythologique aussi, que du coup, qui expliquait qu'elles étaient à côté de la constellation de Céphée et d'Andromède, Céphée étant son mari, et Andromède, sa fille, qu'elle a lâchement
mis sur un joli comment ça s'appelle, un joli rocher pour se faire pour mourir. Mais bref, on va raconter l'histoire et pour essayer de comprendre aussi à quoi ça pouvait ressembler, quelles étaient les étoiles. Donc on leur a expliqué aussi un petit peu le lien avec les étoiles. Et puis on leur a dit maintenant on va essayer de voir comment on pourrait représenter ces constellations avec nos robots. Donc voilà, là on voit ma collègue qui explique à un groupe ce qu'on va faire. Et donc au fur et à mesure, enfin on avait 5 niveaux en fait de difficulté dans les constellations. La dernière étant la Lyre et Orion. Hop, je vous le mets là, qui sont plus complexes en fait en termes de programmation, plus longues aussi. Donc qui par exemple avec des enfants de 7-8 ans, ça peut être trop compliqué. Donc du coup, ce sont des constellations que l'on ne mettait pas, mais qu'on a mis avec les plus grands. Donc 5 niveaux de difficulté. Et derrière, eh bien, une fois qu'on avait fait ça, il a bien fallu qu'ils aillent coder leur robot. Donc, encore une fois, donc, ils avaient leur constellation. Ils étaient par petite équipe de 3, donc sur Blockly. Voilà, il y avait tout le principe de l'orientation, parce qu'ils ont le dessin, mais il fallait qu'ils arrivent à s'orienter, tourner à droite, tourner à gauche. Pour les tout petits, très compliqué, la latéralisation, elle n'y est pas. Pour des enfants en ITEP, au bout de 2 mouvements, ils ont juste envie que ça aille vite. Donc, du coup, il y avait des erreurs de suivi en fait, du schéma. Et pour les enfants qui étaient, eux, sur des instituts médico-éducatifs, où là, on est sur vraiment des problèmes cognitifs, pareil, c'était un peu compliqué, l'orientation et tout ça. Donc, du coup, ce que l'on a fait, donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi tout ce travail en équipe qui faisait que il revenait quoi. Des fois, non, il ne faut pas qu'on tourne à droite, regarde, là, on tourne à gauche. D'ailleurs, on le voit, la petite, avec son petit doigt là, qui explique au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qu'on avait préparé, c'est qu'on avait préparé 3 niveaux en fait, d'aide pour les aider. Un premier niveau d'aide qui... voilà. Premier niveau d'aide où on leur avait proposé, on leur avait donné en fait quels étaient les blocs dont ils avaient besoin. Mais on ne leur donnait pas la quantité, on ne leur donnait pas les données en fait, qui étaient intégrées, mais on leur donnait simplement les blocs. Donc pour les petits, par exemple en CP, donc nos petits loulous de 7 ans qui sortent de la maternelle, parce que le fait de la science, il faut savoir que ça vient en octobre, début octobre, donc la maternelle, elle n'est pas si loin que ça. Bon, quand ils arrivent avec 2 pempettes qui leur expliquent déjà un artiste et puis après des petits robots qu'ils n'ont jamais vus, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà, il y avait la possibilité d'avoir ce niveau d'aide-là. Deuxième niveau d'aide que l'on avait imaginé, c'est que là, cette fois-ci, encore une fois, on leur donnait les blocs qui étaient nécessaires, mais on leur donnait la quantité. Par exemple, avancer normalement 2. Ils savaient qu'ils avaient 3 blocs de ce style à utiliser. Par contre, et on leur donnait les mesures. On leur donnait simplement, on leur donnait les blocs avec les mesures, mais on ne donnait pas la quantité. Parce que, par exemple, pour faire Cassiopée, on a besoin de 2 fois ce bloc-là. Donc, ils avaient tous les blocs avec les bonnes données, mais ils ne savaient pas les quantités. Et du coup, le 3e niveau d'aide, là, finalement, c'était plus un jeu de puzzle pour eux. Mais là, ils avaient tous les blocs dont ils avaient besoin pour pouvoir construire. Donc, ça permettait sur une même constellation d'avoir quand même déjà des premiers éléments d'aide qu'ils utilisaient ou pas, ou que nous, on donnait en fonction aussi de ce qu'on voyait, parce que quand même, au départ, on essayait de voir un petit peu comment ils se dépatouillaient de tout ça. Mais toujours est-il que ça nous a vraiment permis de pouvoir répondre aux besoins de tous les élèves. Tous les élèves étaient en capacité de réussir. Alors après, j'avais... pris aussi le document qu'a fait Delphine et qu'elle vous a montré tout à l'heure avec les angles, les notions un petit peu d'angle, qui ne sont pas des notions qui sont vues. Et puis ensuite, on est parti en salle. Alors là, c'est parti en noir, je l'ai mal tourné, mais vous avez tout tourné un petit peu la tête. On est parti donc dans la salle d'à côté et là, dans le noir complet, on faisait la prise de vue et ils pouvaient voir en fait en direct la photo. Et donc, se questionner, ils avaient aussi leur programme, leur affiche, et donc ils arrivaient à se questionner automatiquement si ce qui était fait correspondait. Et dans un dernier temps, on avait toujours aussi préparé la fiche de correction avec l'ensemble en fait, du programme qui était nécessaire pour y arriver, de manière à pouvoir faire aussi de la remédiation avec eux. Et donc, à la fin, on obtenait, là, on voit Cassiopée, qui est correctement programmée,
Et voilà, donc ça, c'était des photos qu'ils pouvaient voir automatiquement. Et donc, du coup, je vais vous montrer, en fait, alors je vais fermer tout mon bazar, parce que forcément, j'ai ouvert 50 millions de trucs. Tout ça, en fait, nous, derrière, aux enseignants, on leur donnait un document en fait, pédagogique qui leur permettait de retrouver tous les éléments en fait, pour reproduire ou retravailler, puisque ce même projet, hors light painting, on l'a fait aussi sur des grandes affiches avec des feutres, en fait, alors des feutres à paillettes, parce que les paillettes, c'est bien, ça fait du bien en plus. J'ai fait colorer, et puis surtout, voilà, un petit peu d'étoile, voilà, c'est pas facile sur du papier blanc. Sinon. Donc, on a pris des feutres à paillettes que l'on a mis dans trou du Tigno, c'est juste parfait ce système, et qui leur permettait aussi de voir en direct ce qu'ils faisaient. Donc, ils avaient un dossier, et chaque élève aussi avait un petit fichier qui reprenait, en fait, bien pour chaque œuvre qu'ils ont pu faire. Donc, on leur faisait un petit topo sur le Tigno, sur le light painting, et ils ont pu après coller parce qu'on leur a envoyé toute leur production. Donc, ils ont pu en fait coller toute leur production et avoir un petit peu une trace. Et juste pour vous montrer, et après je me tais, les productions des classes, là vous aurez le lien, vous pourrez retrouver un petit peu toutes les productions des classes. Mais juste pour vous montrer en fait ce côté, le fait qu'en utilisant le light painting, ça nous permet d'avoir une correction en fait automatique, j'allais dire pour les élèves. Donc là, par exemple, on est sur une toute petite école de Pitchounette, et là on voit bien que le Bouvier, eh bien par exemple ici, il y a eu un problème en fait dans la programmation de l'angle, puisque l'angle a priori n'est pas bon, on voit bien que dès le départ, on a notre robot qui ne part pas totalement comme on veut. Même chose ici. Alors non, ce n'est pas ici, c'est sur une autre... je m'étais noté laquelle était la bonne. Donc là, par exemple, ici, avec des élèves d'ITEP, pareil, on a le Bouvier. Donc là, les élèves étaient... Alors pour le coup, là, il a fallu travailler la frustration. Des enfants qui ont des troubles du comportement ne supportent pas de se tromper. Donc là, le fait que le Bouvier ne voulait pas fermer, autant vous dire que ça a été un peu compliqué. Voilà, on a failli avoir une petite crise psychotique, mais on l'a évité. Mais du coup, on a pu revenir aussi dessus. Et après, avec l'élément de correction, on a pu voir à quel endroit on avait fait l'erreur. Et alors là, je ne l'ai pas mise, mais après, ils ont réussi à faire le Bouvier correctement. Donc voilà. Et ils sont arrivés sur des productions on ne pensait pas qu'on arriverait à faire autant en fait, d'œuvres avec eux, avec ce petit groupe-là, qui était quand même un groupe un peu funky, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Super Aurélia, merci beaucoup pour cette super présentation, elle est trop chouette. Et ce qui est intéressant, que ce soit dans ta présentation, celle d'Alain ou bien celle de Delphine, c'est qu'aussi vous parlez des fois où vous avez eu des difficultés ou des échecs, et c'est important aussi de partager ça avec la communauté pour savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer et puis quelles sont les difficultés à différents niveaux. Donc merci beaucoup Aurélia pour ta présentation. Et puis, nous avons une jolie vidéo présentée par Thomas Schenker. Donc, Evgenia, est-ce que tu peux partager ton écran pour partager la vidéo? Alors, tu es mute si jamais, Evgenia. Je ne sais pas si le fait que tu sois mute, oui, ça change quelque chose dans le son ou si c'est bon. Non, c'est bon. Mais vous voyez déjà mon écran, c'est juste? Oui, là, on voit un bleu. Oui, un écran bleu clair. Oui. Dites-moi si jamais s'il n'y a pas de son, alors dites-moi s'il vous plaît. Je te dirai.
Et voilà. Vielen Dank, Thomas, d'avoir partagé cette super vidéo avec nous. Donc, Thomas, il est avec nous cet après-midi, mais sa langue maternelle, c'est l'allemand. Donc, voilà. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir partagé. Et avec la petite musique et tout, ça nous mettait vraiment l'ambiance de Noël. Sarah, est-ce que tu as reçu des questions? Est-ce qu'on passe aux questions? Alors, premièrement, je tiens à remercier en fait tous les participants parce que c'était quand même un webinaire assez, disons, pour tous les âges, pour tous les types d'art. On a vu du light painting, on a vu des fractales, on a vu aussi comment Timio était utilisé à l'école d'art. Donc, c'était un webinaire vraiment pour moi très, très complet, très intéressant. J'ai reçu pas mal de questions, mais j'aimerais en fait ce webinaire pas poser directement moi les questions, de faire peut-être ça, de partager avec tous les participants les questions qu'ils ont. Donc, un parent, s'ils veulent lever la main et poser des questions, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions, il y a par rapport à la programmation, par rapport aussi à la façon de faire, par rapport au cycle, par rapport au... moi, j'ai vu aussi très intéressant la présentation d'Aurélia, qui a travaillé aussi avec des enfants, disons, avec des besoins spéciaux. Donc, je pense que ça mène aussi à pas mal de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous laisse la parole parce que je veux aussi que ce soit un peu plus actif pour vous. Donc, déjà, il y a pas mal de questions qui sont sur le chat, mais vous pouvez poser vous-même la question. Donc, vous pouvez allumer vos caméras un par un et poser la question à nos speakers. Par exemple, Seb, est-ce que... Voilà. Bonjour. Merci. Ce sont des super activités qui ont plein de sens et qui, en plus, au final, l'esthétique est très, très belle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de partager ça. Ça donne plein d'idées, plein d'envies. Je pense qu'on va tous se mettre au light painting. Et puis, en plus, vous donnez des informations un peu techniques, ce qui est vraiment agréable parce qu'en général, on a l'objet final et puis on ne sait pas très bien le chemin qu'on doit parcourir pour l'atteindre. Et est-ce que souvent on a des activités et on est un peu embêté pour voir où est-ce qu'on doit aller avec la programmation? Est-ce que vous, dans ce que vous publiez là autour de vos activités, vous proposez aussi le programme Blockly for Timio, qui est une super plateforme d'ailleurs, en lien ou des choses comme, vous voyez, si vous l'avez publié sur Roteco, en général, on peut mettre Roteco, la petite plateforme là, il y a en général des petits fichiers PDF qu'on peut mettre en lien où il y aurait par exemple le programme final pour certains enseignants qui sont un peu plus frileux. Peut-être je laisse la parole à Aurélien, car Delphine, je ne veux pas encore l'embêter plus. Alors là, sur les constellations, là, sur le lien qui vous a été mis Canon Prof, en fait, vous les avez. Vous avez tout. Moi, en général, quand je fais des projets avec les collègues, je leur donne tout le dossier global où justement, par rapport au côté technique, par rapport au light painting, voilà, quel temps de pause il faut mettre, quelle sensibilité ça. Et pareil, sur les programmes, du coup, toutes les fiches d'aide, elles sont disponibles. Le programme final aussi. Voilà, j'essaie en tout cas dès que je peux de tout mettre. Donc là, sur ce projet-là, en tout cas, il peut être refait à l'identique. De toute façon, les classes, beaucoup de collègues, en fait, d'ailleurs, après, j'avais plus trop de Timio auprès de l'atelier. Mais les Timio, après, ont pas mal voyagé sur ces classes-là où ils ont repris avec eux, justement, en version papier, le travail, puis ils sont revenus sur ce qu'ils avaient produit. Et c'est vrai que des collègues qui étaient un peu frileux, du coup, ça a été assez facile pour eux de le prendre en main parce que il y avait tout calibré, voilà. Donc, voilà. Mais merci Aurélia pour ta réponse. Je tiens aussi à préciser une chose seulement au niveau en fait programmation, que Blockly for Timio, c'est pas un programme qui est disons fait par Mopsia, c'est
vous savez bien qu'en fait, les robots Timio, c'est un robot open source et open hardware, donc tout le monde peut apporter des modifications, apporter aussi des améliorations. Et ça, c'était fait par quelqu'un en fait, d'externe et beaucoup utilisé du coup par beaucoup de gens. Et je tenais juste à préciser ça, donc du coup, c'est un peu, c'est par rapport aussi à la personne s'il continue ce type de langage de programmation à les soutenir et aussi à l'évoluer. Du coup, ma question aussi maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose du light painting du coup avec la programmation Scratch, Aurélien? Ah oui, oui, bah après, du light painting, on peut le faire avec tous les programmes hein, là, qu'on peut. Hein. Après, c'est finalement le principe du light painting. Enfin, Delphine, tu complètes, mais c'est la prise de vue en fait qui va faire. Et le Timio nous permet d'utiliser sa lumière. Donc après, c'est la prise de vue. Donc, quel que soit le programme qu'on va utiliser, voilà. Donc du coup, à tous les niveaux, en te passant par assez bas, enfin, tu peux faire à tous les niveaux de light painting avec des niveaux de difficulté après croissants dans le programme que tu pourras proposer, quoi. Avec des collégiens, j'aurais pris Scratch, je pense. Mais là, j'avais des CE1 jusqu'au CM2, des élèves allophones. Donc, c'était vraiment un choix pour qu'il n'y ait pas trop de blocs pour des élèves qui apprennent, qui déjà ne maîtrisent pas la langue. Donc, on n'allait pas quand même leur rajouter une difficulté. Et donc, ça, c'est l'explication surtout du bloc Fortimio. Et par contre, je suis en train de penser, il y a une petite astuce à laquelle je crois que tu n'as pas pensé non plus, Aurélien. Hop là. Ah ouais, voilà. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez que juste à côté du trou, là, on a le petit voyant de la batterie. Oui. J'ai mis un petit scotch pour n'avoir que les lumières de mon Timio et pas la lumière de la batterie qui viendra interférer avec, voilà, si j'ai mis un joli bleu bien foncé, mais je vais avoir la trace de la batterie. Donc, un petit scotch par-dessus pour cacher tout ça. Bien épais, hein, là. Il est blanc, mais en fait, il est épais, donc on ne voit plus. Sinon, vous mettez du noir ou quelque chose, en tout cas, qui va bien camoufler le voyant batterie. Voilà la petite astuce au passage. Mais merci, Delphine. Je rajouterai éventuellement un élément. Joël Rivet qui parle. Bonjour, Joël. Plaisir de vous voir. Oui, je m'appelle Jourien sur le truc. Oui, non, c'était juste... La difficulté, il me semble, avec les constellations, c'est d'être capable de parcourir des distances précises et des angles précis. Et ça, je crois que c'est assez facile avec Scratch. Avec Blocky Fortimio, apparemment, il a rajouté des options pour ça, des blocs pour ça, donc c'est très, très bien. Et par contre, en assez bas, il faut utiliser timer et ça me paraît assez compliqué, quoi. Donc, chaque langage a ses points forts et ses points faibles. Et là, pour faire ce genre de truc, je pense que Scratch et Blocky sont mieux qu'assez bas. Alors, même VPL, je pense, a ce même problème d'utiliser des timers. À moins que VPL 3. Je ne pense pas qu'il y ait... Juste une petite précision, voilà, c'est tout. Et puis, il y a une autre question où je me demandais avec quoi était fait le dernier, toutes les rosaces qu'on a vues là, avec quel programme c'était fait. Voilà. Alors, Thomas, maybe I'm gonna switch to English. I don't remember if you understand French. Oui, je comprends un peu français, ça va, mais c'est un peu difficile pour moi d'expliquer tout ça en français. So yeah, so I switched to English then. So yeah, we did this program with VPL3, but I also made some ornaments with VPL2 before. But I think it's better if you have VPL3 because you can use, for the different phases, you can use the LED segments, and you can then use all the 8 segments, and that's much easier because they can see also the different phases and then see which phase you have to correct and so on. So I think it's more convenient with VPL3. So. Okay. But the thing is that when you want to do something, maybe I can just show you a simpler version of it. So it's really always better if you start with something simple, say just 2 phases, one straight line and then a curve. Here it's a bit more than, let's say 180 degree. So, and you have to explain a bit how
you can do a specific radius. So because this is small radius, so one wheel has to turn backwards, and or you can also turn on the spot so that one wheel is turning forward, the other one backwards, but at the same speed. So then it would look like a star or something like that. So, but it's really good if you start with maybe just two phases, not too much at once, because the problem is that you have so many parameters to adjust. Here you have 2 times to select, to define, and 2 motor speeds. So you have maybe 6 parameters already for this. And if you do something like this here, it really takes, you must be patient. So I think this was made with about 7 different phases, I think 7 or 8. So you really have to develop these things really stepwise. Otherwise, it's you can get lost somehow. So it's really, it needs a lot of patience. Thanks, Thomas. Juste pour vous expliquer, en fait, Thomas, je l'ai rencontré à Swisslidac à Berne. Il m'a montré cet ornement et je dis, bah, il faut que tu viennes montrer qu'est-ce que tes élèves ils ont fait. Parce que j'ai trouvé ça très méticuleux, en fait. Il m'a expliqué aussi que, voilà, certains enfants, ils ont pris, certains étudiants, ils ont pris pas mal de temps pour créer quelque chose de très précis, en fait. Oui, c'est ça, oui. Mais merci, Thomas, pour ce petit parti et pour la vidéo, pour le partage de cette vidéo. Si, je ne sais pas, hein, si toi, tu pourras aussi partager peut-être avec les personnes qui sont dans les webinaires un peu les codes que tu as utilisés, ça serait bien parce que ça nous intéresse beaucoup ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Okay. Et est-ce qu'on a des autres questions? Il y a Sonia qui m'a demandé en direct, est-ce qu'il y a un atelier canopé dans les Grands Est? Ah oui, il y a un atelier canopé dans chacun des départements, en fait. Donc, à Grand Est, oui, il y en a 4, 5. Strasbourg, Nancy, Metz, Mulhouse. En fait, vous devez savoir que les réseaux canopés est un réseau vraiment étendu à toute la France, mais aussi des pays d'outre-mer. Donc, c'est un réseau assez costaud, disons. Donc, et aussi qui, bon, je tiens aussi à dire que c'est un réseau qui fait la formation, qui fait aussi des ressources pédagogiques, mais qui, pour nous aussi, qui prête aussi du matériel. Donc, si vous voulez tester quelque chose, c'est aller vers les sites des réseaux canopés et trouver vraiment les réseaux plus proches de vous. Est-ce qu'il s'adresse exclusivement aux enseignants ou non? Je suis plus dans l'enseignement. J'ai été enseignante, j'ai été prof d'informatique. Et c'est un petit club dans un village. Et je n'ai que 2 Timio et je souhaiterais en emprunter 4. Ben après, ça, il faut voir avec votre département, en fait. Mais en termes d'usagers, on fait de la formation à toute la communauté éducative. Mais après, nous, je sais qu'on a des assos qui font D'accord. Qui travaillent avec nous, parfois, ou qui viennent emprunter, ou voilà. Après, il faut voir avec de l'enseignement, la maison de l'environnement. Il y a plein d'assos différentes qui viennent. En fait, je vais chercher sur Nancy et les environs. Donc. Ah ben à Nancy, il y en a un. Vous avez un atelier à Nancy, c'est sûr. Ok, bon, je ne suis pas loin. J'irai voir. Si vous voulez, Sonia, peut-être je peux vous aider aussi à vous envoyer les liens. Oui, volontiers. Volontiers. Merci, Sarah. Je ferai un suivi aussi de votre email. Merci. Voilà, merci. Et moi, j'aimerais aussi poser directement une question à Alain parce que, voilà, moi, je connais Timio, j'ai travaillé chez Mopsia depuis 3 ans maintenant. Et j'étais très curieuse de voir, en fait, comment était fait cette chouette vidéo que je montre à tout le monde. Combien de temps il a fallu pour créer surtout la première vidéo, en fait, de l'école avec Timio? Et combien de personnes ont été engagées dans ces projets? Alors, en
réalité, donc on a fait ça sur une semaine. Enfin, c'était un challenge, hein, c'était une semaine très intensive. Donc, comme j'ai dit, les 3 premiers jours, on a expérimenté avec Timio et cherché les possibilités de former ces mots avec différentes techniques. Le 4e jour, on a fait des tests, une sorte de répétition générale. Et le 5e jour, on a tourné toutes les séquences en commençant à 7 heures du matin et en finissant à 22 heures. Et à la fin de cette semaine, en fait, tout était dans la boîte, si on veut, tout était filmé. Il y a une vingtaine d'étudiants qui ont travaillé sur ces projets, donc ils ont travaillé en groupe. Parfois un peu plus grand, parfois un peu plus petit, donc des groupes de 2 à 4 à peu près. Et puis après, c'est une personne, en fait, la personne qui a filmé. Donc on avait quelqu'un qui filmait, qui nous venait du département de cinéma de l'ECAL, qui a bien aussi amené ses conseils sur la façon de faire les choses, de le filmer et de l'éclairer, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on a une très bonne qualité d'image. Et puis c'est lui qui a aussi fait le montage final, donc dans les semaines d'après. Donc en fait là, tout ce qui est vraiment les images qu'on voit, la prise de vue, etc. Ça c'est tout fait en une semaine. Et puis après il y a le montage qui a été fait par la suite. Donc les étudiants, ils ont aussi appris à programmer oui. Timio. Exactement. Ouais, alors c'est des étudiants, comme ils sont dans ce département de Media Interaction Design, ils ont quand même des bases de programmation. Alors c'est une approche assez différente en fait, la programmation pour Timio, donc c'était pas toujours si simple. Par exemple, la notion des roues est d'un système différentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner avec 2 axes. Pour se déplacer de la même manière. C'était un petit peu difficile au début. On a aussi eu des questions sur la précision, parce qu'effectivement, comme on devait répéter des choses, etc., qu'on a pu voir aussi dans les projets de light painting, suffit qu'il y ait quelque chose qui ait un Timio qui ne soit pas calibré de la même manière, etc., et ça ne fonctionne plus. Donc, ça, c'était un petit peu les problèmes auxquels on s'est confronté, liés directement à Timio et à la programmation. Mais après, ce qui a dû être programmé pour la majorité des projets, c'était assez simple. Il y en a 1 ou 2 qui étaient beaucoup plus compliqués, comme notamment le plotter 2 axes, parce que là, on utilisait une version de communication entre 2 Timio qui était en mode très bêta, qui utilisait un serveur sur un ordinateur, etc., et qui faisait que c'était un peu compliqué. Mais sinon, c'était, disons, assez simple pour les étudiants de rentrer là-dedans. Une dernière question, est-ce qu'on peut voir ces installations quelque part? Alors malheureusement, le résultat du film, ça c'est le film, le film. Donc le but c'était de réaliser ce film. Et puis le projet que j'ai montré en deuxième, qui était dans l'exposition Hello Robot, qui elle a tourné, était pensé que pour l'exposition initiale au Vitra Design Museum, notamment par le fait qu'on n'arrivait pas à la faire non plus à ce point stable pour qu'elle puisse être installée dans 20 autres expositions, parce que l'exposition a beaucoup tourné, mais toujours dans une forme un peu plus réduite que celle qui était en premier lieu. Donc c'était un challenge aussi cette exposition, parce qu'on a utilisé un robot qu'on présentait dans l'exposition et qui faisait des choses, mais on a dû le rendre capable de fonctionner dans une exposition avec les contraintes du fait qu'il doit être autonome, qu'il doit s'allumer, s'éteindre, etc. Et c'était un sacré challenge de le faire fonctionner. Et en plus, c'était encore les Timios standards, donc les Timios filaires. Donc, c'était tout au début. Oui, effectivement. Au tout début, on avait commencé de discuter avec Stéphane Maniena, qui a fait une grosse partie de la programmation derrière, pour faire un système de réseau, en fait, pour pouvoir contrôler les Timios. Mais pour finir, c'était trop instable et on a dû simplifier notre système en utilisant notamment le chargeur à induction qui nous permettait d'arrêter de refaire partir les Timios dans l'installation. Merci beaucoup, Alan, pour tes explications. On a un peu débordé avec les temps. Du coup, je laisse la parole peut-être à Sophia. Si vous avez des autres questions, je vais bien les récolter et les poser peut-être dans une façon privée et vous répondre aussi aux questions par mail.
parce qu'on a un peu court de temps, on est un peu short. Exactement. De toute façon, on fait les annonces, Sarah, et puis après, ceux qui veulent rester un petit peu plus, on peut toujours rester. Mais voilà, première annonce, donc c'est les nouveautés de Timio, et peut-être que là, je te laisse du coup à nouveau la parole, Sarah, pour que toi-même tu fasses des annonces. Donc, on commence par le programme d'ambassadeur, peut-être? Oui, on a mis en place en fait un programme d'ambassadeur pour en fait les profs ou les personnes dans l'éducation qui souhaitent devenir notre ambassadeur, qui partagent la même vision, la même mission de partager leur projet ou leur savoir-faire avec Timio, avec des autres enseignants ou avec aussi des étudiants. Donc, pour toute question, si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à sales@mopsia.org. On a aussi sorti une certification Timio Teacher qui est destinée aux éducateurs qui souhaitent utiliser les robots éducatifs, qui est en fait disponible dans les sites qu'elle est en train de partager en fait Sophia. C'est en italien et en anglais en ce moment. On n'a pas encore sorti la version française, mais je pense que pour les gens qui souhaiteraient, ils peuvent m'écrire aussi directement à moi. L'autre nouveauté, c'est que cette année, comme j'ai dit tout au début, en fait, les 10 ans de Timio, on a fait pas mal de choses. On a créé une belle vidéo pour ces 10 ans qui est partagée aussi sur nos réseaux sociaux, donc aussi sur notre chaîne YouTube. On a sorti Python pour Timio. Donc là, en novembre, c'est une version qui est voilà, qu'on a vraiment voulu sortir pour toutes les écoles supérieures, tous les lycées qui nous demandaient déjà. Donc, c'est possible de la tester. On va sortir aussi un nouveau site internet, un site web. C'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas en ce moment voir toutes les nouveautés encore, mais ça va sortir dans les prochaines semaines. Et pour finir, on a aussi lancé 2 bundles pour comprendre les capteurs de proximité et les capteurs du sol. Donc, c'était un peu ça pour fêter les 10 ans, pour marquer les coups qu'on a fait tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Merci beaucoup, Sarah. Peut-être le lien des bundles, il faudra qu'on le mette parce que c'est vrai que là, dans l'annonce Moteco, on ne l'a pas. Si jamais, juste pour que... D'accord. Pas de souci. On passe à la deuxième annonce. Evgenia, j'arrête mon partage d'écran pour que tu puisses partager le tien. Mais si jamais tu peux continuer comme vous avez fait avec Sarah, et moi, je juste partage le lien vers le site web où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour les inscriptions. Mais en fait, nous faisons aussi, nous préparons le programme d'émission R2T2 pour le printemps 2022. Et nous vous invitons de voir les options qui est dans notre programme. Vous pouvez visiter le site web par le lien qui est mentionné dans le chat. Vous trouverez, je pense, avec simplement maintenant ce programme, parce que c'est sur chaque page web, nous avons l'annonce que le programme est ouvert pour les inscriptions. Et voilà, vous pouvez visiter, vous pouvez lire, vous pouvez nous écrire aussi s'il y a des soucis ou des questions pour la participation. Une mission R2T2 sur Mars dure 2h30. Si vous n'avez pas, votre classe n'a pas encore fait les heures de préparation avec Timio ou n'ont pas passé le cours, dans ce cas-là, il faut prévoir environ 6-10 périodes de 45 minutes pour préparer une classe depuis le 0 jusqu'à la mission. Et ensuite, de toute façon, vous recevrez toutes les instructions nécessaires pour préparer, pour faire cette préparation. Voilà. De notre côté, vu qu'il y a le prix aussi sur le site web, de notre côté, on essaie de faire de notre mieux pour trouver les sponsors pour cette année, mais pour le moment, c'est marqué comme payant. En cas, si les sponsors se retrouvent, dans ce cas-là, comme on annule les paiements, etc. Du coup, je vous invite quand même
vivement de vous inscrire et de participer à ces missions. Seule chose, ici, il faut installer pas Timio Site, mais il faudra installer une ancienne version, je pense. Et du coup, ça, c'est la seule chose qu'il faut prévoir. Ce ne sera pas possible de programmer, par exemple, avec Scratch, c'est que VPL, mais VPL de base est possible. Voilà, merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup à toi, Evgenia, pour l'annonce. Une autre petite annonce, donc comme vous le savez, nous sommes le 1er décembre et puis Roteco, alors attention, toutes les ressources, les informations de Roteco sont faites grâce justement au partage d'enseignants, d'institutions et de projets. Donc, c'est grâce à eux vraiment qu'on a pu faire ce petit calendrier de l'Avent. Donc voilà, vous allez retrouver des ressources sur Roteco, des vidéos qu'on a faites durant toute l'année 2021. Et puis, il y a même des prix, donc des tirages au sort qu'on fera. Donc, vous pouvez aller découvrir le calendrier de l'Avent. Le lien se trouve ici. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Et la dernière annonce, c'est une annonce, donc Mélissa, elle m'a transmise l'information aujourd'hui. C'est des vidéos qui sont faites en français pour en fait promouvoir la robotique dans tous les genres, surtout chez les filles, voilà. Et puis du coup, il y a plusieurs épisodes que les enseignants ils peuvent utiliser justement pour discuter de ces thématiques-là avec les élèves. Par exemple, l'épisode 1 où c'est voyager au pays des robots. Donc, le personnage principal s'appelle Ada. Et puis, la vidéo numéro 2 qui est le nouveau langage d'Ada. Donc, c'est vraiment des super vidéos sympas faites par Insyscia Robotics avec la fondation Pact. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à utiliser ces vidéos dans vos cours, dans vos modules, dans vos formations. Je crois que c'est tout. Je vais juste mettre le lien sur le chat. Hop. Voilà. Sarah, je pense je vais arrêter l'enregistrement maintenant, d'accord? On vous remercie encore vraiment beaucoup de votre participation. On a vraiment un petit peu débordé du temps, mais merci.